Alors, c'est un plaisir de retrouver mes deux débatteurs. Bonjour Oumar Deandjou. Bonjour Maury, bonjour à tous. Bonjour Laurent Roland-Tonneikes. Maury Agua, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Oumar Deandjou, bonjour. Bonjour Roland. Alors, les dents et la langue sont ensemble, mais parfois, par erreur, mes dents mordent ma langue. Ça me fait tellement mal, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas voilà, continuer par faire le bonheur de nos téléspectateurs, de ceux qui nous suivent et qui ont du plaisir de nous suivre. On va démarrer, Laurent Roland-Tonneikes, Oumar Deandjou, par le matinal. En tout cas, je constate quand même que presque tous les quotidiens ont parlé donc de l'audit du fichier électoral demandé par l'opposition. Je vais demander à Marcel Yedo, oui, voilà, de nous afficher. Je voulais demander fraternité, parce que fraternité, donc, parle de transparence, des pas certains vers la transparence des élections générales en 2026. Et puis, imminence de l'audit du fichier électoral exigé par l'opposition. Oumar Deandjou, désormais, le fichier électoral sera donc audité. Est-ce vraiment un gage de transparence pour les élections générales en 2026? Oui, étant donné que la liste électorale, le fichier électoral, on va dire la liste des électeurs, est très souvent chez nous, sous les tropiques ici, la principale pomme de discorde entre les acteurs politiques. Moi, je pense que c'est vraiment un pas certain, en tout cas vers, comme on appelle, le consensus, vers le consensus certainement autour donc de ce comment on appelle là, de cette liste là. Au moins lui ne sera plus un problème. Et je pense que c'est un bon pas. C'est une preuve de comment on appelle d'ouverture que le gouvernement est en train de prouver là vis-à-vis donc de l'opposition. Ça a été réclamé. Et souvenez-vous au moment où comment on appelle quand le président Talon était venu, il a voulu mettre en place un nouveau système d'état civil, un nouveau système comment on appelle, de recensement de la population, c'était le RAVIP, si vous vous en souvenez. Oui, on sait comment est-ce que toute la classe politique s'était levée comme un seul homme pour demander aux Béninois de ne pas y aller, de ne pas se faire enrôler. Donc, cela aurait pu aujourd'hui avoir des conséquences si jamais on n'allait pas réviser donc, cette liste électorale. Parce que cette liste électorale, en fin de compte, ça sera certainement basé sur donc, ce RAVIP-là. Maintenant, qui maintenant va payer les pots cassés si jamais les partisans de l'opposition, ceux qui étaient fidèles donc à cette opposition-là, avaient écouté, avaient dit non, on ne va pas se faire enrôler, tout ça, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu payant le RAVIP. Au moment où on en parlait, c'était gratuit, tout le monde le faisait, mais voilà, on appelait les gens au boycott. Moi, j'ai toujours dénoncé cette politique de la chaise vide, c'est pas cela la solution. Quand une administration vient, elle met en place les moyens qui vont lui permettre de bien dérouler son programme, de bien faire ce qu'elle a l'intention de faire pour donc l'amélioration des conditions des populations. Mais quand vous lui mettez les bâtons dans les roues en lui disant non, n'y allez pas, ne l'écoutez pas, ne le faites pas, ça peut être des conséquences au finish pour nous. Donc moi, je pense que c'est un bon pas pour que le gouvernement est en train de prendre, en tout cas tous les acteurs dans le secteur donc, de l'organisation des élections sont en train de prendre pour pouvoir donc nous comment on appelle, nous organiser une élection, on va dire, apaisée. Parce que c'est ce que nous, en tout cas nous Béninois, nous souhaitons, c'est ce que le peuple veut, la paix, toujours la paix, la cohésion sociale, préserver ce que nous avons, c'est-à-dire le vivre ensemble, le fait qu'on puisse en tout cas continuer à pouvoir donc vivre les uns à côté des autres, je pense que c'est essentiel. Et donc la principale forme de discorde, comme je l'ai dit, la plupart du temps dans les élections, c'est justement cette liste-là où on n'est jamais d'accord, il y a telle personne qui n'a pas été enrôlée, il y a tout un groupe de... Voilà, aujourd'hui au moins, on pourra au moins faire consensus autour de cette liste là, c'est déjà un bon pas. J'espère que cela va aller jusqu'au bout. J'espère que l'opposition, la mouvance, tout le monde va l'accompagner, main dans la main, pour que donc, ceci soit vraiment une réalité. D'accord. Laurent Roland-Tonneikes, l'audit de la liste électorale acceptée par le chef de l'État, qui sera donc piloté, effectivement, est-ce que vous pensez que quand même c'est un début d'une élection apaisée en 2026?
La liste électorale fait partie d'un ensemble de facteurs qui sont liés aux élections et qu'il faut réorganiser et qu'il faut voir. Et quand on parle d'audit du fichier national, du fichier électoral, pardon, je pense que c'est déjà un pas. Il faut avouer que c'est un pas déjà que de savoir que oui, il y aura un audit de ce fichier électoral permettant aux acteurs de l'opposition de s'assurer que oui, ceux qui sont sur la liste, ce sont des gens qui sont véritablement en vie, qu'il n'y a pas de mort, qui iront voter le jour des élections. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, j'estime évidemment aussi qu'il y a un problème à régler au niveau de la liste électorale. Vous savez, pour les dernières élections, il y a des gens qui se sont retrouvés à Bomé-Clavier, mais leurs noms se sont retrouvés à Lada ou dans une autre ville. Donc, il faut faire l'audit pour régler tout ça. Donc, régler la question des morts, régler la question des résidences, en tout cas pour les électeurs. Un électeur qui est à Godomé, dont le nom se retrouve à Kassato, par exemple. Parfois, certains vous disent, mais qui m'a donné l'argent, comment est-ce que je vais me déplacer pour aller voter? Il y a ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Mais au-delà de la liste électorale, qui est un élément très important également, il faut que les acteurs de l'opposition ne se cramponnent pas seulement sur la liste électorale. Je l'ai répété à maintes reprises, la foule n'est pas égale aux électeurs. Le nombre de personnes que vous voyez derrière eux ne sont pas forcément des gens qui ont déjà leur CIP, parce que vous savez très bien que pour voter aujourd'hui, il faut avoir son CIP. Oui. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui, surtout dans nos milieux ruraux, les gens n'ont pas leur CIP. Il faut travailler à ça. Pendant que vous travaillez, vous demandez qu'on fasse l'audit de la liste électorale, l'essentiel pour eux, c'est d'aller sur le terrain également et de dire à ces populations, de sensibiliser ces populations, aider ces populations à aller retirer leur CIP, histoire de leur permettre de voter. Qu'ils vous souviennent que pour certaines élections par le passé, notamment en 2019, 2020 et 2023, vous allez voir que ceux de la mouvance ont travaillé à mobiliser des acteurs, des électeurs dans les localités, prendre leur récépissé, aller les aider à retirer leur CIP. Tout à fait. Et aujourd'hui, nous avons une masse qui est disponible pour le pouvoir en place. Et quel qu'en soit le cas de figure, c'est que cette masse est toujours disponible à voter pour la mouvance. Pendant que l'opposition peine toujours à haranguer la foule, à mobiliser les électeurs, à les aider à avoir les pièces qui leur permettent de voter. Donc, au-delà de la liste sur laquelle il faut s'appesantir et travailler, je pense qu'au-delà de ça, il faut vraiment aller sur le terrain et aider les gens à recevoir leurs pièces qui leur donnent la possibilité de voter. Mais en dehors de ça, quand même, il y a d'autres facteurs, parce que, vous souvenez, 2019, que vous vous souvenez que quand on a organisé les élections, des images ont circulé où des gens estampaient le bulletin de vote et mettaient dans les urnes, et même un député a parlé. Quelqu'un qui devait être député a parlé. Et en tout cas, impunément, il parlait, il a expliqué comment ça se passait. La vidéo a circulé au vu de tout le monde, personne n'a parlé. Donc, au-delà de la liste, vous avez beau auditer la liste électorale, mais sur le terrain, si vous ne prenez pas vos dispositions, les autres vous diront, mais vous n'avez pas eu de liste électorale, on a réglé ça. Mais les autres facteurs, c'est mobiliser les gens sur le terrain, les aider à avoir, comment vous appelez, le CIP, et puis après, vraiment sécuriser les urnes sur le terrain le jour des élections. Parce qu'une liste seule ne suffit pas pour faire une élection transparente, apaisée. Mais il faut d'autres facteurs, la présence sur le terrain, suivre les urnes, suivre le vote, sans faire preuve de violence dans une certaine mesure. Et puis après ça, c'est vrai que, oui, en 2018 et autres, quand on lançait le RAVI, beaucoup de personnes se sont attardées sur le fait que, oui, cette liste-là ne servira que Patrice Talon. C'est le fait des oppositions, malheureusement, de nos cieux. Qu'ils vous souviennent qu'en 2010, quand Boniaï lançait la LEPI, beaucoup, les gens disaient, non, la liste-là servira à Boniaï seulement. Et les opposants sont restés en retrait, et finalement, le monsieur a organisé les élections, a fait chaos. Et le même schéma est arrivé en 2021 avec Patrice Talon. Pendant que beaucoup de personnes, non seulement certains se sont fait enrôler, mais n'ont pas cherché à aller voir leur nom sur les listes, n'ont pas cherché à aller prendre le CIP. Ceux qui soutiennent Patrice Talon, ayant été motivés par les partis de la mouvance, sont allés retirer le CIP et ont voté. Et à cette allure, si l'opposition ne prend pas en compte les deux autres facteurs que j'ai énumérés, c'est que ne serait pas surpris qu'en 2026, que les partisans du pouvoir en place aillent massivement voter, quand bien même on parlera d'audit de la liste électorale, les partisans iront voter, et puis on peut assister à un autre chaos, malheureusement. Donc il y a ces facteurs-là que les opposants doivent prendre en compte et se dire, écoutez, là où nous allons là, ce n'est pas que la liste, parce que oui, ça va être, le gouvernement montre sa bonne foi en réalité, pour dire oui, vous voulez auditer la liste électorale, oui, nous sommes prêts. Allez-y. Oui, on va auditer la liste électorale, mais les autres facteurs sur le terrain, qui prennent ça en compte? Vous n'allez pas demander aux gens de ne pas faire la fraude. La fraude, c'est
c'est un sport favori sous mesure pour toutes les élections dans tous les pays. Hein. C'est un sport favori. Ce n'est pas le Bénin qui a inventé ça. Donc, si à ce niveau, si vous faites, vous restez là somnolé, les gens vont vous dribbler et très vite. Voilà un aspect que soulève Laurent. L'opposition doit rester vigilante, mais ça ne suffit, il ne suffit pas d'auditer Nice, mais aussi d'être présent sur les dans les bureaux de vote et de surveiller le déroulement vraiment des élections. Oui, effectivement, sécuriser les postes de vote, c'est essentiel, c'est quelque chose de très important. Mais vous savez, la fraude n'est pas seulement le propre du pouvoir, ça peut être du côté de l'opposition, pour peu que la population dans la zone soit, c'est-à-dire adhère massivement aux idées de quelqu'un. On est tout de suite tenté de dire, voilà, dans cette zone-là, on va faire, voilà. Donc, ce n'est pas le propre de ceux qui sont au pouvoir, c'est le propre de tout le monde pratiquement en Afrique. Si vous cherchez très bien, vous allez voir que dans des zones des fiefs comment on appelle, de l'opposition, les gens peuvent être tentés de faire, comment on appelle, de rembourrer ou bien de bourrer les urnes pour que dans cette zone-là, rien ne leur échappe. De la même manière également du côté. Donc, moi, je pense qu'au-delà de tous les facteurs que Laurent a énumérés, moi, je pense que ces facteurs-là sont de l'ordre des quiproquos politiques. Moi, le facteur essentiel sur lequel on doit pouvoir travailler, moi, je pense que c'est l'éducation de la population béninoise, l'éducation des Béninois, la sensibilisation du Béninois à savoir que les élections, c'est quelque chose d'essentiel. Le policier qui est là, oui, il est venu faire un travail. Le militaire qui est là pour sécuriser les zones, mais ça commence par toi-même. Sache que c'est ton vote. Et après ça, il n'y a plus rien. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser beaucoup plus les populations. Les quiproquos politiques entre eux, bon, ça, c'est des petits trucs qui peuvent exister. Et ça, les populations doivent se mettre, c'est-à-dire un peu plus en hauteur et savoir que, ça, c'est le jeu politique. Ils peuvent se chamailler, ils peuvent avoir... Mais nous, Béninois, chez nous, on sait comment on vote. Une fois que tu as fini de faire ton vote, rentre chez toi. Ne reste pas là à vouloir faire le jeu de telle ou telle personne qui essaie de te manipuler, de te donner de l'argent pour... Voilà. Donc, moi, je pense que si la population est bien éduquée, bien sensibilisée sur le fait, et je pense que ça, c'est le travail également de toutes ces organisations non gouvernementales, de tous ceux qui ont l'habitude. On sait que chez nous, nous sommes les pionniers dans ce secteur-là. Aucun pays, pratiquement en Afrique, moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a les Tchadiens qui cherchaient une agence au Bénin pour pouvoir les aider à sensibiliser les populations comme on le fait au Bénin. Vous voyez déjà, même quand il y a les élections au Bénin, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, c'est des musiques dans le sens de la cohésion sociale, des musiques pour prôner la paix, des messages à n'en pas finir pour dire, après ces élections, le Bénin doit continuer, notre vivre ensemble doit continuer. Et je pense qu'au Bénin, nous sommes pionniers. Et je pense que si on réussit véritablement ce travail-là, c'est-à-dire que ce soit l'opposition, la mouvance, si on réussit véritablement ce travail-là, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des élections apaisées. Une fois la liste électorale, on est tous d'accord que tout le monde est désormais sur la liste. Voilà, maintenant, pas de fraude. Ça commence déjà par les populations. Et puis que l'État mette les moyens, les hommes en armes, pour vraiment faire dissuasion, pour éviter que des gens aient des idées qui vont nous conduire dans ce que nous n'espérons pas. Il y a une question fondamentale qu'on n'a pas réglée, Laurent. La participation aux élections. On a connu des élections où les Béninois étaient habitués à sortir, à dire que les élections chez nous, c'est la fête. Mais on a vu que depuis quelques années, la participation des Béninois aux élections n'est plus ce qu'on a connu par le passé. Ce n'est pas une question à régler ça, Laurent? C'est une question à régler, d'autant plus que quand vous regardez le taux de participation depuis 2019, 2020, 2021, 2023, vous comprenez qu'il y a un problème. Le problème, c'est que je prends la première année, 2019. L'élection n'était pas inclusive. Et quand vous voyez que des listes et des partis n'ont pas pu participer à cette élection, les populations ne se retrouveront pas dans les listes qui sont en compétition. Certains ont estimé que ce n'est pas la peine d'aller voter. D'abord, parce qu'il y a 2 listes qui sont en compétition, alors qu'on aurait pu avoir 3, 4 listes en compétition. Et vous êtes citoyen, vous ne vous retrouvez pas dans les 2 listes qui sont en compétition. Vous irez faire quoi? C'est un premier facteur. Vous prenez en 2020 également. Vous regardez comment ça a été organisé les élections. Beaucoup ont estimé que oui, et vous allez voir que le taux de 2020 a été relativement un peu élevé par rapport aux autres années. Pourquoi? Parce que c'est une élection de proximité. Dans les arrondissements, les gens sont candidats. Et donc, quand vous prenez l'arrondissement de Calavi Centre ou Godomé, ou comment vous appelez, Dalada Centre ou Renvi ou Soyor, par exemple, c'est que l'un dans l'autre, vous avez quelque part un candidat
candidat de proximité qui est un ami ou un parent pour lequel vous avez envie d'aller voter. Et vous allez voir que pour cette élection, le taux de participation était relativement élevé. Mais on revient en 2021. Patrice Talon, candidat. Et on a vu comment est-ce que les candidatures de l'opposition, les difficultés avec ce que l'opposition a eu, où il n'y a pas eu de candidature, on a constaté que de ce point de vue, des gens ont décidé de ne pas aller voter. Parce que Ricky Amadou Goujo et autres, qui ont travaillé à mobiliser les populations, des gens se retrouveront dans la vision de Ricky Amadou Goujo et voyant que ces deux ne sont pas candidats, ont décidé de ne pas aller voter. Et vous revenez en 2023 également, le même schéma. Donc, le taux de participation, c'est que ça traduit en réalité le processus politique électoral qui est mis en place. Les gens ne se retrouvent pas dans les candidats qui sont en liste et se disent alors, pourquoi vais-je aller voter alors que celui pour qui je pourrais voter n'est pas en liste. Donc, c'est le premier problème qu'il faut régler. J'estime qu'à ce niveau, il va falloir que l'élection de 2026 soit davantage inclusive. Quand vous regardez, par exemple, les dernières élections au Sénégal, on a tout fait de dire que le PASTEF a pris le contrôle du Sénégal, mais vous allez voir que... comme 80%. Oui, mais au-delà de tout, le taux de participation n'a pas atteint 50% pour les élections. Donc, il y a un problème. Mais maintenant, je reviens ici, 2026. Si les élections générales de 2026 ne sont pas suffisamment inclusives, vous allez voir qu'il y aura toujours un dédain des populations par rapport aux élections. Beaucoup de personnes vont décider de ne pas rester à la maison. Vont décider de rester à la maison, de ne pas sortir pour aller voter. Et il revient aussi à l'opposition. Et c'est pourquoi que chaque fois je reviens sur cet aspect-là. Les opposants, quand vous regardez Boni Yayi, je le dis au fort, Boni Yayi sorti à Ipinlé, à Savé, à Tchaourou, il y a du monde autour de lui. Mais toutes ces personnes-là ont-elles véritablement le sésame pour aller voter le jour des élections? Quand vous cherchez, c'est non. Et le jour des élections, toutes ces personnes qui ont crié, ne se retrouvent en difficulté parce que beaucoup pas mieux, se retrouvent dans le bureau de vote sans le sésame là pour dire qu'ils veulent voter. Et pour dire qu'ils veulent voter. Et quand les responsables du bureau de vote refusent, on commence par dire que non, les responsables du bureau de vote sont à la source du pouvoir ou je ne sais quoi. Donc j'estime que l'un dans l'autre, nous avons deux problèmes à régler. Les opposants qui doivent travailler à demander à leurs militants d'aller chercher le sésame pour aller voter, mais le pouvoir qui doit travailler davantage à organiser une élection inclusive pour que tous les Béninois se retrouvent dans les différentes candidatures pour sortir pour aller voter. Autrement, tout le monde, vous et moi, nous sommes ici, je suis sûr que vous avez voté certainement pour quelqu'un en 2023. Si cette personne n'était pas en liste là, est-ce que c'était évident que vous sortiez pour aller voter? Parce que c'est une question d'élection de proximité, c'est une élection, quand vous prenez même les élections législatives, c'est une élection de proximité. Parce que dans la 6e, il y a des candidatures en liste, dans la 5e, des candidatures en liste, et il y a des gens, vous allez voir, qui sont à Cotonou, mais qui sont prêts à prendre le bus pour aller jusqu'à Parakou pour voter. Aller jusqu'à Natingou pour aller voter. Juste parce que un frère, un cousin, un promotionnaire est candidat. Donc, de ce point de vue, si c'est une élection communale, vous allez voir que le taux sera relativement élevé par rapport aux élections. Mais quand il s'agira des élections législatives ou présidentielles, vous allez voir que le taux va baisser parce que les gens ne se retrouvent pas si les élections ne sont pas assez inclusives. Organiser des élections assez inclusives, est-ce le problème? Est-ce une préoccupation pour le gouvernement? Non, ça doit être forcément une préoccupation parce que tout ce qu'on a vécu en 2016, en 2019, tout ce qu'on a vécu comme mouvement ces dernières années, on ne l'a jamais vécu auparavant. Et cela est dû à la radicalisation, on va dire, du propos politique au Bénin, suite à des événements que nous connaissons tous. Je ne vais pas refaire l'histoire. Quand le président Patrice Talon est venu, au tout début, il avait dit qu'il voulait faire un mandat, il a révisé la Constitution, il voulait réviser la Constitution, l'a envoyé à l'Assemblée nationale. On sait comment cette Constitution-là a été rejetée. Moi, j'ai lu point par point, ligne par ligne, cette constitution-là qu'il proposait. C'était quelque chose de formidable, à mon humble avis, à part peut-être le mandat unique sur lequel les gens auraient pu discuter, l'amender et revoir les choses. Mais finalement, on a joué à l'ancienne politique qu'on avait l'habitude de faire et apparemment, l'argent avait circulé. Et finalement, le propos s'est radicalisé juste après cet épisode-là. On a entendu même parler de rage, de ruse et finalement, ça a été vraiment, comme on appelle, du jamais
jamais vu au Bénin, des gens qui sont partis en exil, d'autres qui ont été, enfin, qui sont partis du gouvernement. Enfin, il y a eu beaucoup de chamboulements. Donc la radicalisation de comment on appelle, de propos politiques au Bénin a fait que finalement, ce n'est plus véritablement une fête depuis un certain moment. Et moi, je pense que l'aspect festif, le fait que ce n'est plus très festif au Bénin aussi, est lié également à tout ce qu'on a pu avoir comme réforme. Avant, il y avait pas mal d'événements, d'éléments qui faisaient que les populations avaient... il y avait une certaine euphorie autour des élections. Il y avait des affiches, des tricots qu'on partageait, et comment on appelle, des objets aux couleurs des candidats. Voilà. Moi, je me souviens même en 2000, il y avait même quelqu'un qui m'a montré une tablette carrément à, comment on appelle, aux couleurs d'un candidat. J'étais très surpris. Quelqu'un d'autant partagé de téléphone, par exemple, donc, qui disait oui. Voilà. C'était extraordinaire. Et en ce moment, il n'y avait pas encore cette radicalisation-là du pouvoir. Et donc, on poussait le bouchon de la chose très loin. Donc, l'aspect festif, moi, je ne dirais pas que ça manque complètement. Mais si on peut faire de sorte qu'il y ait tout de même ce côté plus ou moins euphorique, pas trop, mais ne serait-ce qu'on puisse sentir que bon, les populations sont en joie. Ce dimanche où on va voter, vraiment, on est pratiquement, comment on appelle, comme si on était un jour férié. Oui, c'était comme ça. Mais tout ce qu'il y avait comme autour, là, moi, je n'en veux plus. Où on va partager l'argent, on va se mettre en ligne devant des... Voilà, non, ça, moi, je pense que ça, on peut l'éliminer. Mais que chacun sache que le jour des élections, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête, mais qu'on sache raison garder, qu'on n'aille pas retomber encore dans nos travers. Voilà, moi, je pense que c'est cela aussi l'essentiel pour lequel nous devons nous battre. Et ça, ce n'est pas seulement, comment on appelle, un seul camp, que ce n'est pas seulement l'opposition, ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est tout le monde qui doit pouvoir travailler dans ce sens-là et ramener donc cette atmosphère qui régnait lors des élections. On ira, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, d'accord. Et sinon, on ira à la une du quotidien Les 4 vérités. On va aller en jour Laurent Roland Tonniquet. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez appris ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la zone de Paou récemment. Il y a seulement 2 semaines, j'ai un cousin qui est allé au boulot et qu'on n'a plus retrouvé. Et on l'a cherché partout. Finalement, c'est 1 semaine après qu'on l'a vu vers le cimetière Vassero là-bas. Et il a raconté que c'est des gens qui lui ont arraché sa moto et l'ont enlevé et qu'il a dû fuir. Je ne vais pas aller dans les détails ici. Mais ça a retenu mon attention parce qu'on dit qu'un patron d'atelier échappe à un sacrifice rituel à Alada. Et c'est des phénomènes auxquels on assiste maintenant, mais vraiment, personne n'en parle. Véritablement, il y aurait quelque part dans une zone de Paou, après Paou, les enfants, les personnes adultes disparaissent. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez l'information, Laurent Roland Tonniquet. J'ai l'information, j'ai même beaucoup d'informations par rapport à cette affaire. Je crois que ce qui se passe ces derniers temps mérite qu'on s'interroge. Vous savez, nous ne sommes pas pour autant en sécurité. La police républicaine fait son travail. Mais je pense qu'au-delà de tout, comme je l'ai toujours dit, chacun se sécurise d'abord avant la police républicaine. Vous contrôlez vos mouvements, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, dans une certaine mesure, et vous mettez en sécurité d'abord et la police peut venir maintenant compléter. Parce que la police ne peut pas être dans toutes les rues, dans toutes les maisons. Les crimes rituels, on a tout fait d'attribuer ça seulement aux jeunes cybercriminels, mais n'oubliez pas que, d'ailleurs, il y a un journal qui a écrit lui, quelqu'un qui voulait vendre 2 crânes humains à 144 000. Oui, tout à fait, c'est toujours les 4 vérités. Voilà, donc c'est beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Et j'estime que... Est-ce que ça a rapport à l'approche de la fête d'année? L'un dans l'autre. Ce matin, très tôt, j'ai suivi une vidéo qui a été envoyée dans un groupe là où un enfant devait aller acheter et une dame qui souffle une poudre au visage de l'enfant, met un sachet sur la tête de l'enfant perd le contrôle. Ce n'est pas une fiction. Pardon? Ce n'est pas une fiction. Non, en fait, vous savez, le plus souvent, c'est des réalités qui sont reconstituées dans ces vidéos-là pour nous aider. Et donc, elle dépose l'enfant et elle commence à appeler son marabout. Et heureusement qu'un monsieur l'avait surprise. Pour vous dire que chacun doit maintenant davantage sécuriser ses enfants.
chacun doit davantage se sécuriser. Quand il sonne certaines heures, n'essayez pas d'aller dans certaines... En tout cas, non, n'essayez plus de prendre, de faire le long trajet à des moments donnés quand il fait nuit. À un moment donné. Et je crois que nous allons nous sécuriser et après la police va faire le reste. Parce que les gens vont dire, oui, la police ne fait rien. Mais je ne voudrais pas jeter la pierre aux policiers ce matin. J'estime que chacun doit travailler à se sécuriser davantage. Quand vous sortez de chez vous, vous savez où vous allez. Si possible, vous informez quelqu'un de votre famille. Et puis après, quand vous voulez rentrer, vous devez prendre les discussions. Et vous devez savoir avec qui vous êtes. Parce qu'au-delà de tout, même au-delà de tout, dans les amitiés, il n'y a plus de confiance. Des amis sacrifient des amis. Des parents sacrifient des enfants ou des épouses. Des époux peuvent sacrifier des épouses ou des épouses peuvent décider de sacrifier des époux. Donc vous devez aussi faire attention dans ces choix-là de personnes avec qui vous êtes. Mais j'estime véritablement qu'il nous revient à chacun de nous sécuriser. Ce n'est pas la police qui... La police ne pourra pas se retrouver dans toutes les rues, dans tous les villages. Quand vous parlez de Kpaou, par exemple, regardez la zone... Vous que c'est dans la forêt que la chose Oui, se mais passe, regardez la zone là, par exemple. Vous regardez à partir de 19h, quand vous devez aller à Ouida, et que il sonne 19h, 20h, vous dépassez la zone, vous allez... Vous dépassez... non, mais déjà, même quand vous dépassez le Carrefour, pas au niveau du marché, là, regardez comment est-ce que c'est calme. Et quand vous allez plus loin, vous dépassez même le pont péage, c'est encore plus grave. Donc, dans ces conditions, quand vous prenez la voie d'Alada, par exemple, n'eût été la GDZ qui fait qu'à partir d'ici jusqu'à aller à la GDZ, il y a quand même un peu de mouvement. Après la GDZ, vous évoluez un peu. C'est un problème avant d'aller vers le lycée. Quand même, c'est un scam plat. Donc, il y a des zones où vous ne devez pas partir. Dans ma zone, moi, par exemple, régulièrement, les gens prennent des motos. Tout récemment, ils ont pris des motos. Ils ont tué des gens. Donc, moi, j'estime que c'est à chacun de se sécuriser. Vraiment se sécuriser. La police, on va inviter la police à faire beaucoup plus d'efforts, demander aux responsables de donner plus de moyens aux policiers. J'ai dit, quand j'ai intégré ma zone dès les premiers mois, j'ai constaté qu'il y avait toujours 2 policiers sur une moto qui faisaient la ronde. D'accord? Sur les bajaj là. Depuis pratiquement 2 ans, je ne vois plus ça. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et donc, sans moyens, ils peuvent faire quoi? Parce que vous savez, les plus souvent, c'est les gens qui sont aussi équipés en armes et autres. Et vous voulez que le policier qui n'a pas assez de moyens y affronter ces éléments-là dans quelles conditions? Chacun sauve sa tête également, même si c'est pour sauver les citoyens, pour les citoyens pour être au service de la patrie. Oumar, voilà la situation. Quand même, ça fait plusieurs semaines que moi j'entends parler de ce phénomène jusqu'à ce que l'un de mes cousins ne soit victime de cette affaire-là. Et j'attends, chaque jour je regarde la télévision pour voir que cette zone a été prise d'assaut par l'armée pour fouiller un peu la forêt qui est là pour voir qui sont ceux qui organisent donc l'enlèvement des personnes adultes comme les enfants dans cette zone. Mais jusque-là, rien, je ne sais pas. Croyez-moi, les autorités sur le plan de la sécurité ne restent pas les bras croisés. Je suis sûr qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. C'est comme quand quelquefois il y a des vidéos qui circulent, des choses qui circulent, les gens disent « Ah, les policiers doivent... » Mais au finish, la police réagit et on sait, on entend véritablement ce qui s'est passé. Vous savez, nous sommes un grand pays de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, je vais beaucoup plus parler de ce qui a rapport avec l'endogénéité, comme on appelle nos cultes endogènes. Et cela a quelques travers. Et ces travers-là sont dus à la cupidité de certaines personnes, à la naïveté de certaines personnes, tout simplement même à la bêtise de certaines personnes, et tout cela combiné à l'attirance de l'appât du gain. Facile. Le gain facile, finalement, on se retrouve dans quoi? On se retrouve dans ça. Des gens pensent qu'on peut prendre, je ne sais pas moi, un œil humain pour devenir riche, le doigt d'un individu pour devenir riche, et quelqu'un peut te regarder comme ça tout simplement pendant longtemps et ton sexe va disparaître. Et par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. Moi, j'ai un ami qui a fait la prison. On était en seconde C. Et ce gars, on sort un jour, je ne sais pas, ce qu'on appelle communément baba, il passe à côté et il commence à dire que son sexe a disparu. Oui, ça c'est une histoire authentique que je vous raconte, que j'ai vécue. Je dis, mais vous avez vérifié le sexe? Et immédiatement, quand les policiers sont arrivés, ils ont vérifié le sexe, mais le temps de vérifier le sexe, le monsieur était brûlé. Quel monsieur? Le baba que mon ami a accusé. Il a été en prison pour ça. Ça a gâché tout son cursus scolaire. Son avenir a été hypothéqué rien que pour cette histoire-là. Il a fait de la prison.
Parce que le sexe Oui, était en mais le place. sexe est là, son sexe n'a pas disparu. C'est pourquoi je parle de cupidité liée à ces choses-là. Oui, nous, comment on appelle, il y a des réalités chez nous auxquelles il faut croire. Mais il ne faut pas être cupide non plus. Penser que non, tuer quelqu'un va faire que tu vas devenir riche du jour au lendemain, Pas évident. c'est pas sûr. Même s'il y a des gens qui savent le faire, écoute, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas comme ça court pas les rues comme on pense là. Et puis c'est le moment également pour tous ceux qui sont, comment on appelle, pour tous nos prêtres des religions endogènes, de monter aussi au créneau. Oui, les têtes couronnées, ceux qui sont les dépositaires de ce savoir, de toutes ces choses-là. Ils l'ont fait il y a quelques années avec cette affaire de Kennedy et tout voilà, ça. de monter au créneau et de pouvoir... Voilà, vous parlez encore de Kennedy. Il faut qu'ils montent au créneau. Par rapport à Kennedy, ils sont montés au créneau et dans la tête de beaucoup de Béninois aujourd'hui, la part des choses est faite par rapport à ça. Donc il faut monter au créneau par rapport à ceci également. Vous voyez, c'est comme quand vous regardez aujourd'hui sur Internet. Dès que vous voyez un réseau social où vous voyez un Béninois sur un réseau social qui est un peu dans ces trucs-là, tout ce qu'il a dit sur ce réseau, c'est de dire oui, moi j'ai la puissance de ci, et il va faire comme une mise en scène bizarre et il va commencer à multiplier les billets de banque devant caméra pour montrer aux gens que c'est faisable et les gens vont commencer à croire en ça. Le gouvernement a commencé à lutter avec la lutte contre les cybercriminels et tout. Moi, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment communiquer, il faut vraiment sensibiliser. Les gens sont trop cupides au point de penser que tu prends quelqu'un, tu le tues, ou bien tu prends un crâne humain, tu fais ceci et tu vas devenir riche. Les gens sont cupides, c'est de la bêtise. Moi, je pense que il faut, non seulement la police doit pouvoir, commencer à sévir par rapport à ces personnes-là, vraiment fouiller dès qu'on entend parler de ces choses-là, qu'on fouille réellement et qu'on corrige ces personnes-là. Ça, c'est la première des choses. Mais également, je prends vraiment, c'est un appel que je lance à tous les dépositaires de tout ce qui est culte endogène chez nous, de monter vraiment au créneau. Nos parents n'ont pas fait ça par le passé. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Leur religion leur servait à avoir un contact avec, leur divinité, mais pas pour tuer leurs semblables. C'est ça. Le Bénin n'est pas un peuple de criminels. Voilà, donc c'est le moment de l'exprimer. Notre culture est trop belle pour qu'on associe à cette culture-là des choses aussi basses, des criminels se mettre sur le dos mettre tout ça sur le dos de notre culture et on va se taire, on va regarder. Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'à un moment, il faut montrer au créneau, il faut sensibiliser, il faut appeler tout le monde à comprendre que c'est faux. C'est faux, ça n'a rien à voir. Très bien. Alors, Laurent, je n'ai pas voulu parler des écureuils qui sont rentrés au bercail parce que tout à l'heure, dans l'attitude décalée, on va parler de long en l'âge, des écureuils. Mais je voudrais quand même... Des guépards, merci. Je voudrais quand même, oui, les écureuils, vraiment. On a tellement dit ça des années. Même la chanson de Dom Itoc, à un moment, même pour mettre les guépards dedans, ils essaient de le mettre, c'est compliqué à mettre. Bon. Ça n'a pas été facile. Oumar et Laurent... Est-ce que la CAF, parfois, ne manque pas de cran à prendre ses responsabilités, puisque on a vu les Libyens, ce qu'ils ont eu à faire au Nigeria, et finalement, on laisse le Bénin aller jouer ce match en Libye, au lieu peut-être de trouver un terrain neutre pour permettre à ceux qu'on joue ce match. Est-ce que les autorités, les responsables du football béninois ont demandé à délocaliser le match? C'est la question qu'il faut poser. Et quelle a été la suite de la CAF? Parce qu'on commence par là. Parce que quand vous, au Bénin, vous avez vu ce que les Nigériens ont subi à Tripoli, étant une grande nation du football, et étant aussi la première puissance en Afrique, et que ces joueurs sont allés subir ça en Tripoli, première chose à faire, c'est que les autorités béninoises écrivent à la CAF pour demander à délocaliser le match, compte tenu de ce que les autres ont subi et qu'ils ont vu. Ça commence là. Et si vous ne l'avez pas fait, et vous pensez que, bon, oui, ça peut aller facilement, alors que les gens n'ont pas eu peur du Nigeria, vous, Bénin, ils vont faire quoi de vous? Vous écraser. Et donc, c'est la réalité des choses, ça. Je pense que, moi, je ne sais pas, parce que j'ai pas posé la question de savoir, est-ce que les autorités béninoises, entre-temps, compte tenu de ce qui s'est passé avec le Nigeria, ont tenté de saisir la CAF pour dire, voilà, au vu de ce que nous avons vu,
observé entre le Niger et la Libye, nous souhaitons que le match soit délocalisé pour la sécurité de nos joueurs. Et que la Libye décide de choisir le terrain qu'il veut, et qu'elle veut, pardon. Est-ce que ça a été fait? Si ça n'a pas été fait, c'est que malheureusement, il y a quelque chose qui a manqué. Il n'y a pas eu de réactivité. Voilà, première chose. Deuxième chose, tout le monde connaît la mentalité de ces pays en griffe du Maghreb. Tripoli, Libye, Tunisie, Algérie, Égypte. Quand vous savez ça, vous vous préparez. La CAF, est-ce que la CAF manque d'autorité? Je ne dirais pas que la CAF manque d'autorité. Mais il se fait que parfois, j'ai comme l'impression que certains pays ayant une force un peu financière ou je ne sais quoi, une certaine chose, et ayant des dirigeants, des responsables au niveau des responsabilités, des citoyens au niveau des responsabilités de la CAF, voilà. Il y a que parfois, il y a un laisser-aller, on ferme les yeux sur une certaine chose. Vous allez voir ce qui s'est passé entre le Bénin et le Rwanda par le passé, où le Bénin a dû gagner sur tapis vert. Donc, j'estime véritablement que nos dirigeants du football béninois doivent être proactifs. C'est ça, proactif, c'est ça. C'est très important. Ils doivent être proactifs. Et en même temps, déjà prendre des dispositions. Je ne dis pas que Anjorin a été bon sur toute la ligne. Mais il y a des sujets sur lesquels, en tout cas, on doit toujours respecter Anjorin. Parce que c'était lui. Il anticipe. Il anticipe. Il anticipe. Ce qui s'est passé, ceux qui ont lancé les projectiles, ils auraient pu tuer un joueur. Et on sait la violence, parce que n'oubliez pas que c'est un pays qui est constamment en conflit aujourd'hui. Les âmes circulent n'importe comment dans le pays. Depuis que Kadhafi est mort, ce pays n'a plus connu la paix. Les âmes circulent. Les Béninois, mais je vous ai parlé du président de la communauté des Béninois, le président de la communauté des Béninois, résident en Libye, M. Adambadji, j'ai parlé de ce plateau, oui. Qui m'a contacté. Mais il a clairement dit, les Béninois sont matraqués, les Noirs, pardon, sont matraqués. Ils sont en esclavage. Les citoyens, les Africains noirs en Libye sont considérés comme des esclaves. On les maltraite, on les martyrise. Certains arrivent à sortir de cette prison-là. Mais quand vous allez dans ces pays, vous savez très bien que c'est des gens le racisme est assez élevé. Vous prenez vos dispositions. Vous avez vu, ils ont fait ça avec un pays. Dans le même processus des éliminatoires, vous devez être proactif et dire, pour notre sécurité CAF, nous souhaitons que le match soit délocalisé. Ils n'ont qu'à choisir où ils veulent, mais nous, on ne veut pas les jouer là-bas. Et ça commence par là. Parce que quand on dit on a sanctionné, le Nigeria a gagné sur tapis vert. Mais en réalité, on devrait sanctionner la Libye et peut-être l'enlever des éliminatoires automatiquement. Mais ça n'a pas été fait, mais on doit continuer. J'estime qu'aujourd'hui, nos responsables doivent être proactifs et dire à l'avenir, et puis après, il ne faut pas qu'on se leurre. Les pays que vous voyez là, chacun d'eux, ils ont leurs pratiques dans leur pays quand les gens vont jouer chez eux. Même le Nigeria le fait. Vous allez au Nigeria pour jouer, ils vous amènent jusqu'à Kano ou bien Souléré, je sais quoi là, dans une région très lointaine. Vous connaissez aussi, on a un terrain comme ça, quelque part, beaucoup non, dans une blouse, on colle d'une blouse là-bas. Il faut un terrain assez banal. Il faut un terrain assez banal. Oui, alors même déjà à Bembereke. Dans les 22 stades là, il faut voir. On a construit, je souhaite qu'on construise encore 2 stades. Un stade en Atitengu. Mais pas avec les gazons synthétiques jolis comme ça. Non, gazon naturel. Il faut. Gazon naturel. Et puis il faut les amener là-bas aussi. Parce que comme ici, le transport aérien n'est pas développé, et on va les prendre dans les bus. Et ils vont faire le trajet aussi. Parce qu'ils ont fait ça, ils ont tout le temps fait ça à nos joueurs. Je pense que c'est un phénomène qui a cours dans le football africain, malheureusement. Et c'est en Afrique qu'on voit ces bêtises. Tous les pays, même au Bénin ici, parfois, nous faisons aussi pour nous. Non, nous ne voyons pas la face. Si ce n'est pas Tchakatou qu'on lance, c'est quelque chose qu'on lance. C'est vrai, quelquefois derrière les filets. Mais nous, même on fait. Même si physiquement on ne fait pas, mais spirituellement aussi, parfois, on a assez pratique aussi là pour fatiguer les gars. Donc chacun a sa pratique. Seulement que parfois, il faut quand même que la CAF prenne ses responsabilités. Je pense qu'il faut maintenant prendre ses responsabilités et à l'avenir que nos responsables soient proactifs. Je reviens là-dessus. Ils doivent être proactifs pour nous éviter ce qu'on a vu là. J'ai suivi encore tout à l'heure, en venant sur le plateau, une vidéo où la manière de jeter les trucs sur les joueurs étaient en train de courir et pourtant certains supporters descendaient pour les rattraper, pour les donner des coups. Écoutez, c'est quand même pas sérieux. Et c'est les gens qui ont toujours considéré que ayant la peau blanche, ils ne sont pas africains. Donc,
Malheureusement, quand vous allez chez eux, alors comprenez que vous n'êtes pas les bienvenus pour autant. Mais la CAF devra pouvoir... et bientôt, nous serons au Maroc. Au Maroc, oui. Et j'ai dit... Ah, les Marocains. Les Marocains, nous avons battu Ah, les les Marocains. Marocains, oui, en 2019. Et vous avez vu le tollé, ça n'a pas été du goût des Marocains. Ils n'ont pas digéré ça. Donc, maintenant, c'est à cette cadre qu'on est qualifié encore. Voilà, maintenant on va jouer chez eux. Les responsables de football doivent être proactifs, prendre toutes les dispositions parce que psychologiquement, ils vont jouer sur les guépards. Psychologiquement, ils vont jouer sur eux. Et quand le Bénin aura la malchance de rencontrer le Maroc en huitième de finale, par exemple, soyez préparés à toutes les éventualités. Et j'estime que pour ça, il faut qu'ils commencent par être proactifs. Okay. Je les supplie ce matin d'être proactifs. Très bien. Merci d'avoir attiré l'attention sur tout ça. Et Oumar, je ne comprends pas. Ils ont réussi à extirper les joueurs de leur hôtel, à les mettre dans le bus. C'était trop facile. C'est des policiers libyens qui sont rentrés pour les matraquer dans le bus. Comment on peut être inhumain à ce point? Malheureusement, ils ont dit qu'ils ont vu les policiers rentrer, ils ont pensé que c'était pour assurer la sécurité. Puis, c'était pour les tabasser. Comme le public n'a pas pu le faire, ils sont venus le faire avant qu'ils ne partent. Un pays complètement instable ainsi, moi, c'est vrai que peut-être les autorités du foot béninois ont fait preuve d'un peu de comment on va dire, de laxisme, de légèreté. C'est possible, hein, c'est possible, mais moi, je ne pense pas, parce que, vous savez, la CAF, la FIFA, c'est des institutions auxquelles on ne tient pas tête. Vous pouvez aller vérifier. Si tu commences à dire non, on ne veut pas jouer sur ce terrain, on va te disqualifier sur le champ. On va dire non, les Béninois ont refusé de jouer. Voilà. Si vous voulez, après, on peut envoyer ça au tribunal de quoi que vous voulez mettre. Pour le moment, là, vous êtes disqualifié. La compétition se poursuit d'abord. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous êtes obligé d'y aller. Quand la CAF confirme, regardez par exemple le stade Mathieu Kérékou, on nous a dit que non, ce n'est pas, on ne peut pas jouer là. On peut pas jouer là. Oui. Le standing n'est plus bon. Ok, d'accord, on a accepté. Mais pour un pays instable, et on va nous faire jouer encore dans un terrain, sur un terrain de campagne, quelles que soient les normes que ce terrain-là respecte, pensez au moins à l'instabilité de ce pays-là d'abord. Un pays où on a le gouvernement de Tripoli quelque part qui fait sa loi et comment on appelle le général Khalifa Haftar qui fait aussi sa loi dans l'est du pays et le pays est complètement divisé en deux. Vous prenez des gens, déjà même que c'est des Noirs, que des Libyens n'aiment pas voir, on sait l'histoire par rapport à ça. Ils ont mis les gens en esclavage chez eux là-bas, on vendait des êtres humains, on vendait des Noirs. Et ça a été publié partout. Et vous prenez nos joueurs, vous partez les mettre. Vous prenez des Nigériens, vous partez les mettre. C'est la CAF qui fait ça. Moi, je pense que c'est la CAF qu'il faut incriminer. Il faut pouvoir le dire. Dans tous les pays africains, il faut pouvoir dire que la CAF, à certains moments, fait du deux poids, deux mesures. Oui, vous dites qu'on ne peut pas jouer au Bénin. Un Bénin où on a la paix, on a tout. Vous dites qu'on ne peut pas jouer là-bas. Parce que tout simplement, les normes ne sont pas respectées. Et vous envoyez les gens où on n'a pas la sécurité, où on peut porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Et c'est là que vous envoyez les gens. Moi, je pense que c'est un problème qu'il faut pouvoir résoudre. Mais Dieu soit loué, je pense que toutes les zones positives qu'on a envoyées au Guépard, ça marchait. Ils n'ont pas gagné, ils ont fait un nul. Et ça nous a permis aujourd'hui d'être qualifiés pour la CAN. Moi, je pense que c'est ce qu'on va retenir de tout ceci. Et même par rapport au Maroc, mais moi, je pense que le Maroc reste quand même un pays plutôt dans le lot. Au Maroc, on est plutôt... Enfin, je ne sais pas moi, il y a beaucoup plus de sécurité en ce qui concerne les Africains au Maroc que dans d'autres pays comme l'Algérie, la Tunisie, la Libye et tout ça. Moi, je pense qu'au Maroc, il n'y aura pas... Et puis, les autorités marocaines feront tout pour que tout soit bien organisé parce que c'est l'image de leur pays qui sera entachée si jamais des Africains ou bien des subsahariens, je veux dire, se font maltraiter. On les avait battus. Ziyech a raté son penalty et vous savez tout ce que ça avait provoqué. J'avais rappelé cet exploit-là ici. Ah oui. Donc, ne serait-ce que les Marocains, ils ont déjà retenu dans leur cerveau qu'il y a un pays qui s'appelle le Bénin, qui ne badine pas. C'est de farouches guépards quand ils vont venir. Enfin, ils étaient de farouches écureuils. En tout cas, ils sont revenus. Ils sont devenus des guépards avec des griffes et des crocs. Je pense qu'ils auront un peu plus peur encore. Voilà, donc c'est ceux qui vont nous attendre cette fois-ci. Et puis, ce n'était pas le même Maroc qu'avant. Aujourd'hui, il y a un Maroc vraiment. L'équipe du Maroc d'aujourd'hui, c'est une très belle équipe. C'est pratiquement la première nation en matière de football aujourd'hui sur le continent. Donc, ne vous
attendez pas à aller battre le Maroc aussi facilement qu'avant. Ça serait on les vraiment avait beaucoup. battus facilement. Oui, mais c'était un bel espoir. Ouais. Est-ce qu'on les avait battus Au tir au but. Voilà. Donc, ne vous attendez pas forcément à ça cette année. Le Maroc est bien en forme cette fois-ci. Merci à vous, Laurent Roland Tony Kess. Merci. Le plaisir a été pour moi. Merci.